Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans Passé Présent, l'émission historique de TV Liberté, émission, je vous le rappelle, réalisée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la France de l'entre-deux-guerres, cette France traumatisée par les hécatombes de 14-18, ce vaste suicide européen. Le conflit a rendu à la vie civile près de 4 millions d'anciens combattants qui veulent, comme le souligne Francis Bergeron, une France unie, honnête et propre, héroïque même, à l'image de leur vie de soldats dans les tranchées. Et aussi une France forte et disciplinée, crainte de ses adversaires, respectée de ses alliés. Ces anciens combattants représentent un poids considérable et la démobilisation voit la prolifération des groupements destinés à défendre les droits des anciens soldats, des victimes de guerre, des veuves et des orphelins. Si la plupart de ces associations sont apolitiques, au début tout au moins, toutes se méfient des parlementaires et estiment avoir un droit de regard sur leur action et entendent œuvrer à la préservation de la paix pour que cette guerre soit la der des der. De ces mouvements, l'un des plus connus, les plus puissants, fut celui des Croix de Feu dirigé par François de La Rocque. Ce dernier fait l'objet d'une biographie, une monographie plutôt, éditée chez Synthèse Nationale et écrite par Didier Leclerc, que nous recevons aujourd'hui. Didier Leclerc, bonjour. Bonjour Guillaume Fiquet. Vous êtes professeur d'histoire, vous avez enseigné au collège et vous êtes un collaborateur régulier de Synthèse Nationale avec l'ami Roland Elie. Et chez Synthèse, vous êtes l'auteur notamment d'un numéro consacré au Parti des Forces Nouvelles et un autre consacré à Honoré d'Estienne-d'Orve, l'un de nos premiers résistants qui n'avait qu'un seul tort, celui de ne pas être communiste mais monarchiste. Exactement. Vous venez de publier un ouvrage, toujours chez Synthèse, consacré à François de La Rocque et sous-titré « Des tranchées au Parti social français ». Plus qu'une biographie, c'est une monographie, car vous vous étendez à nous décrire la période de l'entre-deux-guerres, si riche en événements prolifiques. Exactement. Alors, je voudrais d'abord que vous nous disiez vite fait qui était François de La Rocque. Il est né en quelle année? Fin 19e? François de La Rocque de Sévérac est né en octobre 1885 dans une famille que l'on peut qualifier de famille française traditionnelle, très catholique, croyante et pratiquante, marquée comme beaucoup d'autres familles catholiques de cette époque par le catholicisme social. Le père de François de La Rocque, Raymond de La Rocque de Sévérac, a fini sa carrière de militaire comme général de brigade. Il a été, à partir de 1890, directeur de l'artillerie de marine. Donc c'est un spécialiste, un technicien de l'artillerie de marine qui donc a servi à partir de 1890 au ministère de la Marine rue Royale. Et puis ensuite, après son départ de l'armée, le père Raymond s'est occupé entre 1900 et 1903 du comité Justice-Égalité, qui est une émanation du journal La Croix et dont l'objectif est d'œuvrer dans le champ électoral en faveur de l'égalité des droits et de la justice pour les citoyens catholiques. On est en effet donc à l'époque de la politique anticléricale et donc il entend œuvrer pour la restauration du catholicisme en France. Donc ce courant s'inscrit dans le courant de la contre-révolution. Donc ça, c'est un peu pour situer le milieu dont est issu François de La Rocque. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce milieu constitue ce que l'historien Pierre Chaunu appelait la France vivante par opposition à la France malthusienne, la France radicale socialiste de la Troisième République, la France vivante parce que les familles catholiques en question sont celles qui fournissent à la France l'essentiel de ses enfants. D'après les chiffres que j'avais retenus de Pierre Chaunu, c'est à peu près 20% des Français qui sont à l'origine de plus de 50% des naissances. Les parents de François de La Rocque ont eu 9 enfants. François de La Rocque en aura 6. Honoré d'Estienne-d'Orve, dont on a parlé tout à l'heure, a eu 5 enfants. Les parents du général de Gaulle, que l'on peut rattacher aussi à ces familles françaises, très françaises et catholiques toujours, ont eu également 5 enfants. Donc voilà un peu pour ce milieu que l'on peut présenter ainsi. Donc François de La Rocque a des origines qui se situent dans le Cantal. Sa famille est originaire du Cantal, mais il n'est pas né dans le Cantal, il est né à Lorient.
puisque son père, à ce moment-là, était en garnison à Lorient, dans ce port et cette garnison, ville de garnison. Et donc il se destine à une carrière militaire. Voilà, donc il va, après son baccalauréat, entrer à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, où il va rester en 1905, entre 1905 et 1907, donc il en sort sous-lieutenant. Il va passer un an ensuite à l'école de cavalerie de Saumur. Et ensuite, l'heure des choix est arrivée. Donc, comme beaucoup de jeunes gens qui se sont engagés dans l'armée à cette époque, tout de suite, ils pensent bien évidemment à l'Empire, terre d'aventure, terre de tous les possibles, où des jeunes gens vigoureux, dynamiques, ambitieux peuvent montrer toutes leurs capacités et donc réaliser leur existence. Et donc il va obtenir une première affectation en Algérie, où il va rester donc entre 1908 et 1911. Donc là, en Algérie, il va commencer à connaître des problèmes de santé. Il contracte le paludisme, qui le fera souffrir pendant une partie de son existence. Il va ensuite quitter l'Algérie et il sera affecté à Lunéville, en Meurthe-et-Moselle, donc la capitale, on va dire, de la cavalerie, au 18e régiment de chasseurs à cheval. Et pendant cette période, il va faire la connaissance d'une jeune femme qui a 3 ans de moins que lui, Édith Alotte de la Fuye, qu'il va épouser. Alors, Édith Alotte de la Fuye, pour l'anecdote, se trouve être par ses parents la petite nièce et la petite cousine de Jules Verne. Voilà. Donc, et avec Édith, ils auront 6 enfants, comme vous l'avez dit. Mais ils auront malheureusement la douleur d'en perdre une partie. Oui. Deux enfants, je crois. Non, un peu plus. En fait, ils vont perdre leur fils aîné de maladie, leur fille Nadine va mourir à 20 ans. Et 2 autres à la guerre. Et 2 autres, alors un qui va mourir en 1940 à bord de son avion descendu probablement par la DCA. Et le 4e, lui, mourra après la mort de François de La Roque en 1948, aux commandes là aussi de son avion. Alors, il fait des séjours au Maroc. Au Maroc. Et il se retrouve également où il est blessé, assez gravement. Alors voilà, c'est-à-dire que donc François de La Roque va être finalement pendant la période où il est à Lunéville, François de La Roque écrit des articles, 2 articles qui vont attirer sur lui une certaine attention, et notamment le 2e article qu'il a envoyé au général Lyautey lui vaut une réponse de Lyautey et une invitation de la part de Lyautey à le rejoindre au Maroc. On est au moment où le traité de protectorat du Maroc vient d'être signé en mars 1912. Oui, en mars 1912, c'est ça. Et donc Lyautey, qui vient d'être nommé commissaire résident général de la République française au Maroc, dit à Honoré Dessiendorf, l'invite à le rejoindre. Donc, de La Roque, vous voulez dire. De La Roque, voilà. Et donc, François de La Roque, décidément, François de La Roque va arriver donc au Maroc en septembre 1912 et donc à partir de là il va poursuivre sa carrière militaire. Donc il va participer, être l'un des acteurs à son niveau, bien évidemment. À cette époque il est un simple lieutenant de la pacification du Maroc, entreprise. Et donc là où il est blessé. Et donc c'est là qu'il sera blessé. Alors quand la guerre éclate, François de La Roque, comme tous ses camarades, demande bien évidemment à être affecté en métropole pour participer au grand combat pour la patrie, mais le général Lyautey a absolument besoin des forces qui lui restent pour essayer de garder le Maroc à la France. Et donc
François de Larocque n'obtient pas son affectation sur le front français. Il est obligé de demeurer au Maroc, donc il remplit son devoir du mieux qu'il peut. Et c'est en 1916, en août 1916, au cours d'une opération d'accompagnement d'une colonne de ravitaillement pour la plateforme de Khénifra qu'il est blessé. Voilà, qu'il est grièvement blessé. Il est en convalescence, mais il revient en France et il fait un petit séjour sur le front français. Alors un petit séjour, pas tout à fait, puisque en fait il va rejoindre le front en janvier 1917 et il va combattre sur le front jusqu'en octobre 1918. Donc il est chef, il est très rapidement nommé chef de bataillon dans le 135e régiment d'infanterie qui combat donc à ce moment-là au nord de Paris, dans la région de Montdidier, Saint-Quentin, Amiens. Donc cette période lui donne l'occasion de mettre en pratique ce qu'il a appris au Maroc, d'opérer des coups de main à la tête de ces hommes, avec toujours un souci, celui de l'efficacité, en étant le plus soucieux possible de ne pas perdre trop de monde. Il a toujours ce sens de la responsabilité vis-à-vis de ces hommes qu'il a appris au Maroc et en Algérie quand il servait en Afrique du Nord. Et donc il va sortir de la guerre avec plusieurs citations, la Légion d'honneur, la Croix de guerre. Donc c'est un homme qui a eu un comportement tout à fait... Il est remarqué par le maréchal Foch, dont il devient un des collaborateurs. Voilà, après la guerre, il va intégrer l'état-major du maréchal Foch, auquel il va appartenir. Alors pendant cette période, il va aussi faire un séjour en Pologne, où il va rejoindre la mission militaire française en Pologne, qui au départ est dirigée par le général Nissel, qui est très vite remplacé par le général Dupont. Et donc François de Larocque est le directeur de cabinet du général commandant de la mission militaire française en Maroc. Et, une petite précision, quelques mois avant son arrivée, ce poste était occupé par le capitaine de Gaulle. Donc voilà, François de Larocque arrive en Pologne juste après la fin de la guerre russo-polonaise. Donc on est après l'intervention de la mission Weygand en juillet 1920 au cours de cette guerre russo-polonaise. Donc François de Larocque va remplir en Pologne un rôle important puisqu'il est l'agent de liaison, on va dire, le trait d'union entre d'une part l'état-major français et l'état-major polonais et également le gouvernement français et le gouvernement polonais. Donc il est en contact direct avec le maréchal Pilsudski, avec Sikorski. Là encore, il donne entière satisfaction à ses supérieurs. Comme à chaque fois, d'ailleurs, il est toujours très bien noté et c'est un officier de valeur, on va dire. Oui, donc il est bien noté puisqu'il est finalement une promotion. Il retourne au Maroc où il devient chef du deuxième bureau et là en pleine guerre du Rif. Voilà, exactement. Donc on est en 1925-1926. Donc il est chef du deuxième bureau d'abord d'une partie de l'armée au Maroc et ensuite pour le commandement, auprès du commandement pour l'ensemble de l'armée française au Maroc. Donc son action à ce moment-là est une action surtout politique, plus que militaire, c'est-à-dire une action de renseignement, de collecte d'informations pour préparer les contre-offensives françaises contre les Rifins. Son objectif aussi, c'est de faire en sorte que les tribus soumises ne basculent pas du côté d'Abdelkrim, et également de travailler les tribus gagnées par Abdelkrim pour essayer de les ramener à l'autorité du sultan du Maroc et donc de la France, à les placer sous la... Et il participe après aux négociations de paix ? Alors, le problème, il y a effectivement des négociations de paix qui sont mises en place lors d'une conférence qui se tient à Oujda, mais les militaires, dont François de Larocque, ne voient pas cette conférence d'un bon œil parce que pour eux, la solution au problème rifin ne peut être qu'une solution militaire, c'est-à-dire une victoire totale sur Abdelkrim, l'élimination de la République du Rif. Et donc, ils ne sont pas du tout partisans d'une négociation avec des émissaires d'Abdelkrim. Or, c'est ce qu'on leur demande de faire lors de cette conférence d'Oujda, qui
pensent les militaires, heureusement, va se traduire par un échec. Et donc après cet échec, l'offensive qui avait été décidée conjointe avec les Espagnols va être lancée et va très rapidement mettre fin à l'existence de la République du Rif. Abdelkrim est contraint à faire sa reddition en mai 1926. Et d'ailleurs, François de la Roque a joué un petit rôle dans cette reddition, puisque l'un des hommes qui a été dépêché auprès d'Abdelkrim pour négocier avec lui cette reddition est son adjoint, l'adjoint de François de la Roque, Robert Montagne, qui deviendra plus tard professeur au Collège de France et un sociologue de renom. Donc retour en France avec une tentative de retour à la vie civile où je crois qu'il trouve un travail dans une compagnie d'électricité. Mais alors ce qui va nous intéresser, c'est qu'en revanche, il participe aux travaux de réflexion sur la rénovation de l'armée française. Alors quelle est sa vision? Donc là, nous sommes fin des années 20. Début des années 30, quelle est sa vision de ce que devrait être l'armée française? Et vous parliez du capitaine de Gaulle tout à l'heure, est-ce qu'ils se rejoignent sur certains points à ce niveau-là? Alors oui, mais simplement une précision, c'est que cette réflexion de François de la Roque sur le devenir de l'armée commence très tôt, puisque le premier article qu'il a écrit sur ce sujet date de 1919, et ensuite il va en écrire un autre plus important en 1929. Donc là, on est avant la parution du livre Vers l'armée nouvelle du général de Gaulle, qui se situe en 1934. Donc on peut dire que François de la Roque a, dans sa réflexion, précédé de Gaulle. Alors François de la Roque, très vite, fait partie de ces Français qui essayent de tirer le bilan de la guerre, de l'hécatombe de 14-18. Et pour eux, cette hécatombe est en grande partie due au fait que cette guerre a été une guerre de nations armées, ces fameuses guerres de nations armées qui ont commencé, on va dire, avec la Révolution française. Donc la mobilisation d'effectifs considérables, des millions d'hommes qui sont jetés dans la fournaise, avec des pertes bien évidemment tout aussi considérables. La France subit une véritable saignée. Et il prend aussi conscience du fait que les Français n'en veulent plus de ce type de guerre. La France est exsangue. Les Français veulent que cette guerre soit la der des der, mais en même temps, il faut malgré tout assurer solidement la sécurité du pays, préparer l'avenir et faire en sorte que cet avenir soit un avenir de paix dans la sécurité. Donc ce qui l'amène tout naturellement à réfléchir au devenir de l'armée. Et donc cette réflexion l'amène à prendre parti pour une armée de métier. François de la Roque considère que la France a besoin d'une armée avec des effectifs limités, de l'ordre de 200 000 hommes, organisés, dit-il, en quelques grandes unités, mais des unités fortement encadrées par un corps d'officiers, de sous-officiers de qualité, disposant d'un matériel abondant, utilisant bien évidemment l'aviation, les blindés, et capable d'abord de dissuader un éventuel adversaire, parce que c'est ça dans son esprit, si vis pacem parabellum, donc faire en sorte qu'on n'ait plus envie d'attaquer la France, et puis si jamais malgré tout cette attaque se produit, pouvoir taper très vite, très fort, de manière à emporter la victoire décisive le plus vite possible. Et puis, si ça n'est pas le cas, eh bien, disposer d'une réserve suffisante, mobilisable, pour pouvoir intervenir si la guerre est appelée à durer. Donc voilà, dans les grandes lignes, les idées de François de la Roque. On a vu que malheureusement, ça n'a pas forcément été suivi des faits. Voilà, et dans ce domaine, on peut aussi ajouter qu'une des choses qui l'inquiète tout particulièrement, comme beaucoup de gens à cette époque, c'est le développement de l'aviation, et notamment de l'aviation de bombardement. François de la Roque voit bien, mais il n'est pas le seul, à quoi pourrait ressembler la future guerre, avec des frappes rapides et brutales visant à enfoncer le front, avec l'appui massif de l'aviation. C'est ce qui se passera en mai-juin 1940. Et donc, face à cela, il faut préparer les populations. Il va être d'une certaine manière à l'origine de la défense passive. Il va aussi œuvrer avec d'autres pour le développement de l'aviation, la modernisation de l'aviation, la protection civile, la DCA, enfin tout ce qui pourrait permettre de protéger efficacement les populations, ce qui reste une préoccupation vraiment majeure dans son esprit.
Bien. Alors je l'indiquais dans mon introduction, les anciens combattants représentent à peu près 4 millions de personnes. On va compter également toutes les victimes de guerre, les veuves, les orphelins. Donc c'est un poids considérable et énormément d'associations, de groupements, de mouvements secrets. Et parmi eux, les Croix de Feu. Croix de Feu créés par Maurice Dartois. Alors rapidement, qui est Maurice Dartois et qui sont ces Croix de Feu? En quoi se distingue-t-il des autres? Alors on parle de Croix de Feu, mais il ne faut pas oublier les Briscards et les Volontaires Nationaux, qui sont 3 mouvements associés, donc c'est pas très clair forcément. Si on pouvait nous expliquer la différence. Alors en fait c'est une histoire effectivement très complexe et assez. Il est parfois un peu difficile de remonter, enfin de défaire les chevaux et de s'y retrouver. Donc comme vous l'avez dit, après la guerre, les anciens combattants pèsent un poids considérable dans la société française. Il y a 8 millions de mobilisés, 6,5 millions de démobilisés, puisqu'il y a 1,5 million morts. Sur ces 6,5 millions de démobilisés, on a 4,4 millions de combattants survivants. Et donc, sur ces 4,4 millions de combattants survivants, on a 3 millions d'anciens combattants qui adhèrent à des centaines d'associations d'anciens combattants pour défendre leurs droits, mais aussi pour préserver l'esprit, la camaraderie des tranchées, l'esprit ancien combattant. Et donc, après la guerre, un nouveau scandale des décorations se produit, qui concerne l'attribution de la Légion d'honneur. Et donc ce scandale, bien évidemment, est énorme en France, touche tout particulièrement les anciens combattants, et donc notamment Maurice Hannot, qui est un écrivain, ancien combattant, décoré de la Légion d'honneur pour action militaire. Et pour lui, ce scandale des décorations est insupportable, inadmissible. Donc pour défendre la Légion d'honneur et il décide de regrouper autour de lui les décorés de la Légion d'honneur pour faits militaires. Donc il va créer une première association qui s'appelle l'association des DPLV, des décorés au péril de leur vie. Et ensuite, il va créer un peu plus tard une deuxième association, alors qui, elle, a pour but de ratisser plus large. C'est-à-dire que la première ne s'adressait qu'aux décorés de la Légion d'honneur, la deuxième va s'adresser également aux titulaires de la Croix de guerre et de la médaille militaire. Et donc cette association, c'est l'association des Croix de Feu, qui naît au siège du Figaro, qui à cette époque appartient à M. Coty, donc qui est très actif dans les milieux nationaux et nationalistes de l'époque. Et donc cette association va ensuite connaître un développement et d'autres associations vont se joindre à elle, toujours pour la même raison. Il s'agit d'ouvrir l'association le plus largement possible. Donc on va avoir les fils et filles des Croix de Feu. Donc leur nom indique bien quelle est la cible. On va avoir les briscards. Alors les briscards, ce sont les porteurs de brisques, qui sont des chevrons que les anciens combattants ont obtenus pendant la guerre et qui se portent sur le bras droit et sur le bras gauche. Alors indiquant le nombre d'années de service. Voilà, un chevron, des chevrons en fonction du temps passé dans la zone de combat, et sur l'autre bras, les chevrons, c'est en fonction du nombre de blessures. Donc cela permet donc d'élargir encore le recrutement des associations. Et puis, alors, plus tard, on aura d'autres associations encore, et notamment les fameux volontaires nationaux qui, eux, ont été créés en 1933 et qui ont pour objectif donc de s'adresser aux générations de l'après-guerre, aux générations qui n'ont pas, en raison de leur âge, connu la mobilisation, le front, le feu. Mais qui désirent œuvrer pour le redressement de la France. Mais finalement, politiquement, ils ne sont pas encore tellement marqués. Non, alors pendant les premières années, on peut dire que les associations donc du mouvement Croix de Feu hésite en fait entre une action purement ancien combattant et puis une intervention dans la vie politique. Mais en fait, assez rapidement, malgré tout, les Croix de Feu vont s'engager, ne serait-ce qu'indirectement,
en politique, ne serait-ce que pour faire pression sur les pouvoirs publics pour obtenir un certain nombre de choses, et notamment, bien évidemment, la première de leurs préoccupations, c'est la sécurité, la défense de la France, et faire en sorte qu'une nouvelle guerre ne soit pas possible, parce que, je le disais tout à l'heure, la France sera suffisamment forte pour dissuader toute attaque et pour se défendre en cas d'attaque malgré tout. Alors on commence, je disais politiquement parlant, ils ne sont pas tellement marqués, mais très vite, les communistes les prennent comme adversaires. Alors très rapidement, ça a commencé avant François de La Rocque, à l'époque où donc Maurice d'Artois était à la tête des Croix de Feu. Très rapidement, les communistes et la gauche en général va accuser les Croix de Feu, donc après l'arrivée de Mussolini au pouvoir, d'être une association fasciste, factieuse, visant à renverser les pouvoirs publics, à renverser la République, etc. Ce qui n'est absolument pas le cas, mais toutes les occasions sont bonnes à la gauche, à l'extrême gauche, on va dire socialiste et communiste, de taper sur les Croix de Feu. La gauche a besoin d'un fasciste de service, ne serait-ce que pour mobiliser son propre camp, pour le rassembler, donc les Croix de Feu sont rapidement la cible. Le bouc émissaire tout trouvé, et François de La Rocque, après, sera leur principale tête de Turc, de ce point de vue. Je crois d'ailleurs que le décès du maréchal Foch cristallise pas mal de... Alors voilà, c'est-à-dire que quand le maréchal Foch est mort, donc la France entière, bien évidemment, est extrêmement émue par la disparition de ce personnage, qui est un personnage considérable. Sauf l'humanité. Sauf les communistes. Alors les communistes qui lui reprochent d'être un maréchal de jésuitière, donc on lui reproche d'être trop catholique, d'avoir été trop catholique, d'avoir finalement été un boucher, d'avoir du sang sur les mains. Et donc l'humanité rend effectivement à sa manière hommage au maréchal Foch, notamment en déclarant qu'il y a des morts que l'on ne tue jamais assez. Donc tout cela va susciter forcément une réaction des Croix de Feu, qui vont d'ailleurs à un moment donné, certains d'entre eux manifester à l'issue des funérailles de l'hommage national plutôt en l'honneur du maréchal Foch. Et cette manifestation va se produire devant l'Assemblée nationale. Il ne s'agissait pas de prendre l'Assemblée nationale d'assaut. Quelques députés vont être houspillés. Donc ça va être une nouvelle occasion pour l'extrême gauche de crier au fascisme, de crier à la volonté de renverser la République, etc. Donc, alors François de La Rocque, lui, a adhéré aux Croix de Feu. Là, on va passer rapidement sur, j'allais dire, les grenouillages, on parlera de termes politiques. Oui, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Qui lui permettent finalement, donc je ne sais plus en quelle année, il prend la direction. Alors, François de La Rocque arrive aux Croix de Feu en 1929, vers avril 1929. D'abord, il voulait adhérer à une association, mais il cherchait une association qui corresponde à ses attentes. Il pense l'avoir trouvé avec les Croix de Feu, mais comme il n'en est pas bien sûr, d'abord, il l'intègre à l'essai, on va dire. Et puis, à la fin 1929, il est sûr que cette association est celle à laquelle il veut vraiment adhérer. Donc, il intègre le comité d'administration, le conseil d'administration des Croix de Feu. Et ce moment-là correspond au moment où, pour des raisons diverses et variées, Maurice d'Artois est progressivement écarté de la direction des Croix de Feu. Et donc, on va avoir à ce moment-là une direction bicéphale avec Maurice Genet et François de La Rocque. Donc, les premières années vont être celles où François de La Rocque entreprend d'abord de se faire connaître et reconnaître par les membres des Croix de Feu, puisque là, il intègre une association dont il n'est pas le créateur, donc il faut qu'il se fasse connaître et reconnaître. Puis il va entreprendre ensuite de devenir véritablement le maître des Croix de Feu, donc ce qui sera le cas à partir on va dire du printemps 1931, parce que Maurice Genet va réintégrer l'armée,
Donc François de la Rocque va se retrouver seul à la tête du mouvement Croix-de-Feu. Et donc à ce moment-là, il va pouvoir véritablement œuvrer au développement aussi bien quantitatif que qualitatif du mouvement, c'est-à-dire les Croix-de-Feu, les Briscards et l'ensemble des associations. Rapidement, il rentre en opposition avec la politique d'Aristide Briand qu'il juge trop laxiste vis-à-vis de... qu'il accuse de faiblesse vis-à-vis de l'Allemagne. Alors, il faut se remettre dans le contexte, en fait. C'est-à-dire que pour beaucoup de Français, l'Allemagne doit payer. L'Allemagne est responsable de la guerre, c'est l'état d'esprit de cette époque. L'Allemagne doit payer, d'autant que, on le sait, les destructions en France ont été considérables. Il n'y a pas eu que la saignée démographique. On parlait tout à l'heure des morts à la guerre, mais il faut aussi ajouter 1 600 000 naissances qui n'ont pas eu lieu, les fameuses classes creuses qui vont tant peser dans les années entre 1930 et 1940. Donc des destructions considérables, des usines, etc. L'occupation des grandes régions industrielles françaises. Pendant la guerre, la France a perdu 75% de sa production de charbon, 60% de sa production de fonte et d'acier, ce qui est considérable. Donc, pour les Français de l'époque, il faut faire en sorte que ce qui s'est passé en 1870, ce qui s'est passé en 1914 ne puisse pas se reproduire. Donc, pour cela, il faut une zone tampon entre la France et l'Allemagne où pourrait se produire le premier choc, les premiers affrontements, si jamais une nouvelle guerre devait éclater. Donc cette zone tampon, c'est la Rhénanie, c'est l'occupation donc de la rive, des rives droite du Rhin. Et c'est donc la volonté aussi d'assurer donc durablement la sécurité du pays. Donc pour François de la Rocque, comme pour l'ensemble des milieux nationaux et nationalistes de l'époque, la politique de Briand, politique de conciliation, politique de désarmement, c'est une politique qui en fait ne concerne essentiellement que la France, qui vise à désarmer la France et donc à l'affaiblir, à la rendre vulnérable, ce que bien évidemment ces milieux-là ne veulent absolument pas, toujours parce qu'on redoute une future guerre qui serait un désastre, d'autant que, encore une fois, la France est exsangue, la France est épuisée. Et donc, effectivement, il s'oppose à la politique d'Aristide Briand. Et d'ailleurs, la première fois où il fait vraiment parler de lui, c'est lors d'un congrès sur le désarmement. Voilà, un congrès il prend la parole. Exactement. Donc, ce congrès est quelque peu perturbé donc, par des militants de l'Action française et par des militants Croix-de-Feu. Et donc, à l'issue de cette action, François de la Rocque réussit à monter sur la tribune, à s'emparer du micro et à s'adresser à l'assistance. Dans un capharnaüm, dans un brouhaha indescriptible, les tables volent, les carafes d'eau volent, etc. Mais personne ne l'entend puisque le micro a été coupé. Mais bon, c'est, on va dire, son entrée vraiment sur l'action, sur la scène de l'action politique. Alors justement, quelle impulsion il va donner au Croix-de-Feu qui, au moment de sa prise de fonction, compte 9000 membres, ce qui n'est pas énorme. Et je voudrais que vous nous parliez du manifeste de 1931 des Croix-de-Feu, donc nous donner les grandes lignes. Croix-de-Feu qui, je le rappelle, ne se présente pas comme un parti politique. Non, alors, mais c'est un mouvement d'anciens combattants, mais qui, en fait, intervient malgré tout dans la sphère politique et qui, de plus en plus, va avoir des préoccupations politiques et va être amené de toute façon, parce que finalement, il est impossible de faire autrement, à s'intéresser à l'action politique. Donc, François de la Rocque va développer, entreprendre de développer le mouvement. Au départ, ce développement est assez lent. Donc, vous avez dit, au moment où il adhère, il y a à peu près 9000 membres. En 1931-1932, on atteint les 16 000. Ensuite, on va monter à 29 000. Et en fait, il va falloir attendre vraiment le 6 février 1934 pour voir. On va en parler, bien sûr. Pour voir ce qui est paradoxal, c'est que, au fur et à mesure, on peut dire que les années passent, l'esprit ancien combattant devrait diminuer, mais le nombre d'adhérents dans ce mouvement d'anciens combattants augmente, lui. Voilà. Alors, c'est parce que, justement, il y a autour du noyau
d'anciens combattants proprement dit originels, il y a tout un ensemble de gens qui sont venus s'amalgamer à ces anciens combattants pour former ce que l'on appelle en fait le mouvement Croix de Feu. Donc il ne doit pas être confondu avec l'association des Croix de Feu et briscards. Et donc les grands traits, les grandes lignes du manifeste. Alors bon, on peut donner. Alors ce manifeste, en fait, ça n'est pas un programme politique. C'est un cadre que l'association donc se fixe avec des grands principes, des grands repères. Donc bien évidemment, il y a la préoccupation de réformer le système politique. On est sous la Troisième République, le pouvoir exécutif est faible, le Parlement est fort. Donc on peut dire que la Troisième République, qui normalement est censée être un régime parlementaire, est en fait un régime d'assemblée où tout se passe pour l'essentiel à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc ce que veulent les Croix de Feu, c'est un renforcement de l'autorité de l'exécutif. Les Croix de Feu, donc un renforcement notamment du rôle du chef de l'État en lui redonnant le droit de dissolution notamment de l'Assemblée nationale. Ils veulent également une réforme du travail parlementaire, donc on a là, on peut dire, de l'antiparlementarisme qui est très largement partagé à cette époque. Il ne faut pas oublier que dans les années 1930, la France va connaître 26 gouvernements successifs, avec des gouvernements qui en moyenne durent 5 mois, et les gouvernements les plus courts n'ont duré que quelques jours. Donc comme en plus on est dans une période de crise économique, crise morale, crise démographique, dans ces conditions-là, ces gouvernements ne peuvent pas agir efficacement, ne peuvent pas mettre en œuvre une politique véritablement durable et efficace. Donc il y a le souci de réformer tout cela. Alors un point important, c'est la dimension sociale. François de La Rocque a la passion du social et il va impulser cette passion du social au mouvement Croix de Feu. Donc il y a des thèmes comme celui de la collaboration entre le travail et le capital, la participation des travailleurs aux bénéfices des entreprises, la protection de l'enfance, donc les questions d'hygiène, aussi les questions d'habitat ouvrier. Il y a la défense du crédit et de l'épargne, alors là, qui est aussi très largement partagée, alors qui d'ailleurs pose problème, parce qu'en fait, la France étant entrée dans la crise économique des années 30, très vite, il apparaît que l'intérêt du pays pour essayer de redresser son économie, c'est d'évaluer. Or, ces milieux-là s'opposent farouchement à toute dévaluation qui est considérée comme un vol. Et donc, il y a aussi la défense, bien évidemment, des traités. Et à commencer par le traité de Versailles, les clauses du traité de Versailles, de manière toujours à assurer la protection et la sécurité du pays. On a l'impression qu'ils ne se rendent pas compte, finalement, que le traité de Versailles est fauteur de guerre. Alors, oui, mais alors ça peut se discuter, parce qu'en fait, le traité de Versailles, c'est un traité de compromis. Donc finalement, on va pas s'étendre, mais c'était un mauvais traité. Mais on sait que Foch et Clémenceau, si cela avait été possible, étaient partisans d'une poursuite de la guerre, donc de repousser à plus tard l'armistice et d'entrer en Allemagne pour que les Allemands prennent véritablement conscience de leur défaite, ce qui n'est pas le cas, puisque l'armée allemande va malgré tout rentrer, on va dire en ordre, en Allemagne après l'armistice, et donc les Allemands qui n'ont pas cette conscience vont être très sensibles au thème développé par l'état-major du coup de poignard dans le dos. Donc, on pourrait parler de ce traité de Versailles et dire encore beaucoup de choses. Alors, mais je dis ça parce qu'on sent quand même toujours, avec de La Rocque, on sent toujours une prudence dans ses actions. Alors, oui. Il est, par exemple, au moment de l'affaire du remboursement de la dette que la France doit aux Américains, il n'est pas forcément franc du collier. On sent une petite pusillanimité dans son attitude. Ses adversaires l'accusent effectivement d'être un hésitant, d'être par certains côtés un bravache, un peu un fort en gueule, quelqu'un qui dit « retenez-moi ou je fais un malheur » et qui se retient lui-même. C'est un peu ce que disent notamment les milieux d'action française. Oui, qui sont eux beaucoup plus péchus. Mais, la réalité, tout cela mérite d'être nuancé. La réalité est un peu différente. Déjà, ce qu'il faut voir, je ne veux pas être trop long, mais c'est que François de La Rocque est un officier de cavalerie légère. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été habitué à faire des coups de main.
en profondeur, en territoire ennemi. Et donc, à avoir un coup d'œil, à analyser les situations, à réfléchir avant d'agir, à prendre les bonnes décisions et surtout à ne pas perdre de vue qu'il commande des hommes et que ces hommes qui l'accompagnent, il faut, dans la mesure du possible, les ramener vivants en bon état. Et donc, cette mentalité, il la garde en tant que chef politique. C'est-à-dire que François de La Rocque ne veut pas entraîner ces associations dans des opérations qu'il juge inutiles, néfastes, perdues d'avance, qui risquent d'entraîner des dommages pour le mouvement, pour les hommes qui sont sous sa responsabilité. Il se fait une autre idée du métier de chef. Pour lui, le chef est aussi responsable des hommes qui le suivent, qui en quelque sorte lui confient leur vie. Et donc, il est très soucieux de cela. Donc, ça explique son attitude, et notamment au moment du 6 février 1934. Donc effectivement, l'atmosphère devient de plus en plus délétère dans le pays. Nous sommes en début 1934, l'affaire Stavisky éclate, alors on va pas la refaire. Arrive le 6 février, journée d'émeute anti-parlementaire, si on peut dire, à bas les voleurs. Voilà. Alors que décide François de La Rocque à ce moment-là, parce que l'Action française est, elle, vraiment au contact, si je puis dire. Et encore une fois, de La Rocque, lui, décide, alors on ne va pas rester sur la rive droite, on va plutôt passer rive gauche. Exactement. Il mène son chemin tout seul. Voilà, exactement. Alors, l'un des grands soucis de François de La Rocque, c'est l'indépendance du mouvement Croix-de-Feu. Ne subir aucune influence, quelle qu'elle soit. Les Croix-de-Feu doivent décider par eux-mêmes de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils entendent faire. Et puis, ils ne veulent pas non plus prêter le flanc aux critiques trop facilement. Ils se méfient des provocations. Ils se méfient aussi des mouvements qui ne sont pas suffisamment contrôlés et qui peuvent très facilement déraper et ensuite avoir des conséquences qui peuvent être catastrophiques. Et donc, pour cette raison, François de La Rocque décide... alors, d'abord, il a beaucoup hésité. Il était absolument pas partisan de participer aux manifestations de protestation du 6 février, mais finalement, il se dit qu'il n'est pas possible qu'un mouvement comme les Croix-de-Feu ne participe pas à cette protestation, au moins d'une façon symbolique et forte. Et donc, il décide d'opérer dans son coin, à l'écart donc des autres mouvements. Donc, on va avoir sur la rive droite l'Union nationale des combattants, on a l'Action française, la Solidarité française, les Jeunesses patriotes, et puis surtout, on n'a pas que des militants, on a une foule de mécontents, on a même des badauds, on a en gros entre 30 000 et 50 000 personnes au plus fort de l'action qui se retrouvent dans la rue, sur la place de la Concorde et à d'autres endroits de Paris. Et donc on sait ce qu'il advient de cette journée de protestation. Très vite, la manifestation dégénère. Il y a des affrontements très violents avec les forces de l'ordre, des coups de feu, une fusillade. Et à l'arrivée, on a une vingtaine de morts et on a plus de 600 blessés du côté des manifestants. Et du côté des policiers, on a un mort et on a un bon millier, voire plus, de blessés également par jet de projectiles, etc. Et donc, l'action des Croix-de-Feu, elle se situe à l'écart. Mais alors, par contre, François de La Rocque a organisé ses hommes en 3 colonnes et l'une de ces colonnes va réussir à s'approcher, c'est d'ailleurs les seuls protestataires de la journée qui vont s'approcher du Palais Bourbon. Ils arrivent jusqu'à peu près 200 mètres du Palais Bourbon. Donc à partir de ce moment-là, François de La Rocque estime que l'objectif est atteint. Les Croix-de-Feu ont réussi leur démonstration de force. Ils ont réussi à s'approcher de l'Assemblée nationale et donc ils vont ensuite se disperser progressivement, tandis que donc sur la rive sur droite, la place de la Concorde, notamment, la place de la Concorde, la manifestation dégénère et bascule dans la plus grande violence. Voilà. Mais est-ce que cela lui sera reproché Alors oui, bien évidemment. Pas par ses adversaires politiques, mais enfin si par l'Action française, par les Jeunesses patriotes. Voilà. Alors en fait, il y a deux choses. C'est-à-dire que pour la droite, le reste de la droite nationale et nationaliste, à commencer par l'Action française, François de La Rocque est celui
qui a fait échouer le 6 février 1934. C'est un peu le thème qui va s'imposer. Si les Croix de Feu avaient voulu, si les Croix de Feu avaient marché avec nous, que ne se serait-il pas passé? Donc ce thème-là est entonné contre lui, mais il y a un autre thème qui est celui de l'extrême gauche qui là va l'accuser d'être le principal responsable de cette tentative de coup d'État fasciste. Parce qu'il est arrivé le plus près. Voilà, parce qu'il est arrivé le plus près. Donc, mais en fait, ni l'un ni l'autre. François de La Rocque va revenir après sur ces événements. Il faut savoir qu'à l'époque, sur la région parisienne, il n'y a que 12 000 croix de feu et briscards. Et ce jour-là, François de La Rocque a réussi à en mobiliser 6 000. Il faut rappeler que le 6 février 1934, c'est un mardi. Oui, c'est pas... C'est-à-dire, nous sommes en pleine semaine, on a affaire à des gens qui travaillent normalement. Donc il réussit à mobiliser 6 000 de ses partisans sur un total de 12 000. Il a fait son maximum, il a fait son plein, il ne pouvait pas faire plus. Et à cette époque, d'après les travaux des historiens, on peut dire que le noyau dur des militants Action française, JP et Solidarité française, ça représente à peu près 1200-1500 personnes sur Paris. Donc il n'y a pas de quoi renverser la République aussi. Donc ce mythe du 6 février 1934 doit être quand même corrigé quelque peu. Alors, paradoxalement, vous indiquiez les chiffres tout à l'heure, La Rocque va en profiter pour finalement compléter et puis revoir les structures du mouvement, et ça va conduire à une forte augmentation des effectifs. Voilà, alors paradoxalement, la conséquence, on peut dire, directe pour les Croix de Feu de cette journée du 6 février et de l'attitude des Croix de Feu pendant cette journée, c'est un afflux d'adhésion. Voilà, le véritable décollage des Croix de Feu date d'après le 6 février 1934. Et ils vont monter jusqu'à combien de... Alors les effectifs vont augmenter très, très rapidement, puisqu'en 1936, on a de l'ordre de 700 000 à 800 000 adhérents en tout, pour tout l'ensemble des associations du mouvement. Et puis ensuite, la croissance va continuer. On va atteindre... Alors, après, là, il y a des discussions autour des chiffres, mais on parle entre 1 million et 2 millions de personnes touchées par l'ensemble du mouvement. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que le mouvement Croix de Feu d'abord, et ensuite le Parti social français qui prendra la suite, sont les deux seuls mouvements de masse que la France ait véritablement connu. Juste une chose, en 1934, là, au moment du 6 février, l'ensemble des Croix de Feu, l'ensemble du mouvement Croix de Feu, c'est on va dire 125 000, 130 000 personnes, c'est-à-dire autant que la SFIO, et à la même époque, le Parti communiste, c'est 30 000 à 40 000 adhérents. L'Action française, elle, l'ensemble de l'Action française, c'est vraiment 60 000 à 90 000 personnes. Donc ça donne une petite idée du rapport des forces à cette époque. Alors en revanche, donc, le 6 février 1934 va laisser des traces parce que va arriver 2 ans plus tard la fameuse loi du 10 janvier 1936 qui va entraîner, on va en parler après, la dissolution. Oui. Donc, quelle est cette... Alors, très rapidement. Oui, très rapidement. Donc, l'essor du mouvement Croix de Feu, bien évidemment, s'accompagne d'attaques très virulentes, très violentes. Et à l'issue d'une de ces attaques de la part de l'extrême gauche socialo-communiste, il y a une fusillade qui se produit à Limoges avec donc des blessés du côté des Croix de Feu, mais aussi du côté de la police et du côté des manifestants socialistes et communistes. Donc une enquête est ouverte à la suite de cette fusillade et les socialistes et les communistes qui sont en train de se rassembler au sein du Front populaire, de donner naissance au Front populaire, agissent pour qu'il y ait un débat sur les ligues à l'Assemblée nationale. Et donc au cours de ce débat sur les ligues, à l'issue de ce débat sur les ligues, 3 lois vont être votées et la première de ces 3 lois prévoit la dissolution par décret pris en Conseil des ministres par le président de la République de toute association que l'on pourrait considérer comme étant une association armée, factieuse, anti-républicaine, etc. Et donc la première ligue qui va faire les frais de cette nouvelle loi, c'est la Ligue d'Action française, donc les organisations d'Action française qui vont être dissoutes à l'issue des incidents qui concernent Léon Blum à l'occasion de l'enterrement du grand historien
royaliste Jacques Bainville. Voilà. Oui. Donc, et ensuite, les Croix de Feu et les autres. Voilà, oui, on va en parler parce qu'en mai 36, c'est la victoire du Front républicain, Front populaire, pardon. Donc là, quelle est la réaction de François de la Roque? Parce qu'on s'aperçoit que, visiblement, il n'est pas hostile à certaines revendications qui vont animer les grévistes. Alors, voilà. Notamment le congé payé, le salaire minimum. François de la Roque est je le disais tout à l'heure, notamment un catholique social. Donc, il est farouchement, bien évidemment, opposé à la notion de lutte des classes. Pour lui, il faut au contraire faire coopérer les classes, les rapprocher, faire en sorte qu'elles s'entendent pour le plus grand bien du pays. Donc, bien évidemment, pour cette raison, il est hostile au socialisme et au communisme, très anticommuniste. Et donc, lorsque a lieu la campagne électorale, le mouvement Croix de Feu intervient pour essayer de peser sur les résultats, pour essayer d'inciter les électeurs à voter, déjà à aller voter pour qu'il y ait le moins d'abstention possible, et ensuite à voter pour les candidats de droite qui sont opposés aux candidats du Front populaire. Mais à côté de cela, il a la passion du social. Et donc, François de la Roque a entrepris une œuvre sociale de grande envergure qui mobilise beaucoup de monde et qui obtient de réels résultats. Et donc, bien évidemment, il est très sensible aussi à la condition ouvrière. Donc, dans le programme des Croix de Feu, par exemple, il est question de la durée du travail, il est question des congés payés, alors que cette mesure ne figure pas dans le programme du Front populaire. Donc, il est question aussi, donc je le disais tout à l'heure, de la participation. Donc, il y a vraiment une préoccupation sociale très importante. Et puis, il y a aussi le désir, finalement, de ne pas laisser les masses ouvrières pieds et poings liés entre les mains des socialistes et des communistes. Donc, le désir d'essayer d'arracher le plus possible de membres de ces classes populaires à l'influence des communistes et des socialistes en allant s'implanter dans les entreprises, en créant des cellules d'entreprises, etc. Donc, François de la Roque a, on peut dire, une action qui est vraiment tous azimuts, mais qui est très axée sur le social. D'ailleurs, le volet social étant dirigé par une femme. Alors voilà, donc il a créé ce que l'on appelle les sections sociales féminines. Donc normalement, à chaque section Croix de Feu et de Croix de Feu et de volontaires nationaux se trouve adjointe une section féminine d'action sociale. Et donc il ne s'agit pas de charité aussi. Ce qu'il faut bien dire, c'est qu'il s'agit vraiment de faire une action sociale professionnalisée avec des gens formés, avec notamment des infirmières, avec des puéricultrices, avec des encadrants pour les jeunes, pour les enfants, organiser des colonies de vacances, etc. Donc c'est une entreprise qui est faite d'une façon extrêmement sérieuse, avec un souci, encore une fois, d'efficacité. Et c'est dirigé par Antoinette de Préval, qui est une amie très proche du couple de la Roque, et qui est la dirigeante, la principale dirigeante de cette action sociale, avec l'entière confiance et la bénédiction du chef, du patron, donc François de la Roque. Et alors, d'aucuns, on peut penser que c'était peut-être un petit peu trop tard, mais en juin 1936, il anticipe la dissolution du mouvement Croix de Feu. Exactement. Il décide de l'entrée dans l'action politique et c'est la création du PSF, le Parti social français. On peut dire qu'il y a peut-être un petit sentiment oui, c'était un peu trop tard finalement. Alors ils auraient pu peser, vu ce que nous avez dit sur les chiffres, sur le nombre d'adhérents, ils auraient pu peser un peu plus sur la vie politique. Ils ont essayé de peser, mais encore une fois avec les moyens qui étaient quand même malgré tout les leurs. Mais il y a effectivement très vite la volonté de François de la Roque de tourner un peu la page proprement ancien combattant pour donner naissance à un véritable mouvement politique. Ouais. Mais il faut voir aussi que les choses se font lentement parce que il y a au centre de tout cela le noyau dur des anciens combattants d'origine qui ne sont pas forcément tous d'accord avec ces évolutions. Donc tout ça prend du temps et ça peut aussi peut-être expliquer ce sentiment que l'on peut avoir un peu de perte de temps. Mais donc finalement, après la dissolution du
du mouvement Croix de Feu, très vite, François Delaroque crée donc le Parti social français, qui va connaître donc lui aussi une destinée. Oui, parce qu'il récupère tous les adhérents. Voilà, 98% à peu près des adhérents du mouvement Croix de Feu adhèrent au nouveau parti et beaucoup de nouveaux adhérents vont les rejoindre. Mais il n'y a plus dans le Parti social français ce côté, on va dire, entre guillemets, militariste. C'en est fini des défilés par rang de 12 au pas cadencé que l'on pouvait connaître à l'occasion de la fête de Jeanne d'Arc ou de la célébration de la bataille de la Marne, etc., ou du 11 novembre. Tout ça, c'est terminé. C'est vraiment devenu un mouvement politique, mais un mouvement de masse. Qu'on pourrait situer où sur l'échiquier politique Alors, bon, c'est un mouvement, qu'on va dire, qui finalement ambitionne de se situer entre le centre droit et le centre gauche, mais qui est quand même très marqué malgré tout droite nationale, avec très anticommuniste, avec une préoccupation sociale toujours, donc issu du catholicisme. Voilà, donc mais qui se veut le plus rassembleur possible. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que ce mouvement-là annonce ce que sera après la guerre le MRP. Et le RPF du général de Gaulle. Et d'ailleurs, un certain nombre d'anciens des Croix de Feu et du PSF adhéreront au MRP ou au RPF. Par exemple, le père du journaliste Jean Boissonnat, qui était un des exemples des ouvriers Croix de Feu qui ont rejoint le colonel Delaroque, adhérera après la guerre au mouvement républicain populaire. Alors, MRP. Entre 36 et 40, ils connaissent des succès électoraux Alors, oui, ils réussissent. Alors, déjà, ils attirent à eux des députés déjà élus qui sont membres des Croix de Feu. Bon, certains d'entre eux sont effectivement élus députés. Ils vont avoir, bien évidemment, des maires, des conseillers d'arrondissement. Et donc, ils ont un nombre d'élus qui est significatif. Et si les élections législatives de 1940 avaient eu lieu, et finalement, elles n'ont pas eu lieu, on pense que le PSF aurait pu avoir jusqu'à une centaine de députés, entre 80 et 100 députés. Donc, c'est vraiment un mouvement qui était appelé à compter. À compter. Mais la guerre, malheureusement, la guerre éclate. Le Parti social français se transforme en progrès social français. Le problème de François Delaroque quand la défaite intervient et l'occupation d'une partie du territoire jusqu'en novembre 42, le Nord, et puis après la totalité du pays après novembre 42. Le souci de François Delaroque, il sent bien que son parti politique ne peut pas continuer à exister. Les partis sont dissous. Donc il va se recentrer entièrement et recentrer ses activités sur le social. Donc le PSF, Parti social français, va devenir le Progrès social français et va jouer un rôle tout à fait considérable dans le domaine social pendant l'occupation. Beaucoup d'ailleurs de partisans de Delaroque vont choisir la France libre, vont rejoindre la résistance. Et François Delaroque lui-même va former à partir de 1942 un réseau de renseignement au service des Britanniques qui s'appelle le réseau Clan. Donc François Delaroque est quand même l'objet de l'attention des Allemands et aussi du régime de Vichy parce qu'il est bien marqué comme patriote, très hostile à l'occupation, à l'occupant, et se méfiant également des hommes qui gravitent autour du maréchal Pétain, voire de la personne même du maréchal Pétain. Il a du respect pour le symbole, mais il se méfie de l'homme et de son entourage. Bon, il se méfie aussi un peu des milieux gaullistes. Bon, il sait qu'il y a là une double menace finalement pour son mouvement et pour ce qu'il représente. Donc, il est plutôt François Delaroque dans le collimateur de ce fait, et il sera donc finalement arrêté par la Gestapo en même temps que 150 cadres du PSF, si mes souvenirs sont bons. Donc emprisonné, il finira par être donc déporté
déporté en Autriche. Alors d'abord en Tchécoslovaquie, et puis ensuite, à partir de janvier 1944, il est envoyé dans un château en Autriche, le château d'Iter, qui dépend du camp de Dachau. Mais il dépend du camp de Dachau, mais les conditions de détention ne sont pas du tout les mêmes. Là, on va en terminer là, donc, parce qu'après, effectivement, ça va très vite pour lui. Donc 43, il est arrêté, il meurt en 1946. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 ans? Bon, à l'issue de sa captivité, là, en 1945, au moment de l'effondrement de l'Allemagne, il est libéré. Il revient en France. Le gouvernement provisoire de la République française le place en détention provisoire d'une façon d'ailleurs totalement illégale. Et le fait qu'il était arrêté, finalement, parce qu'on continue de se méfier de lui. Et puis il y a notamment les communistes qui font pression pour qu'on se débarrasse de Larocque. Donc on l'enferme dans une soupente de la caserne des Coches à Versailles. Donc François de Larocque avait beaucoup d'ennuis de santé. Sa captivité, notamment les passages en prison après son arrestation, ont détérioré considérablement son état de santé. Et donc il va mourir en avril 1946. Donc il est mort jeune, il avait 60 ans. Donc c'est un homme qui, pour conclure, on peut dire, sur ses 40 ans de vie d'adulte, entre 20 ans et 60 ans, on aura passé à peu près une vingtaine dans l'armée. Et en tant que chef militaire, ça représente à peu près une dizaine d'années. Donc c'est une période, on va dire, relativement courte, mais qui est extrêmement riche, extrêmement foisonnante, et à propos de laquelle il y a énormément de choses à dire et à découvrir. Voilà, d'ailleurs, je renvoie nos téléspectateurs à votre ouvrage, donc paru chez Synthèse Nationale de Didier Le Serre, François de Larocque, détranché au Parti social français. Je vous invite, avant de retrouver Christopher Lannes et la petite histoire, je vous invite à cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et bien sûr de vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt. La Marne, c'est là où tout a commencé, c'est là aussi où tout finit. En juillet 1918, les Allemands lancent leur grande offensive sur le front avec pour objectif de franchir la Marne et de s'ouvrir la route de Paris. Leurs maréchaux sont confiants comme hypnotisés par la capitale française et très vite, la rivière est franchie. Mais de l'autre côté, les véritables lignes de défense françaises et alliées se dévoilent. C'est ici que débute la grande contre-offensive qui, comme en 1914, mettra les Allemands en déroute. Une déroute inarrêtable marquant l'approche de la fin de ce conflit meurtrier. Retour sur cette seconde bataille de la Marne, ce second miracle de la Marne, éclipsé par le premier, mais tout aussi décisif. Alors quand on parle de bataille de la Marne, on pense surtout à la première, celle de septembre 1914, où Joffre a lancé cette grande contre-offensive qui a stoppé l'avancée allemande et permis à la France d'éviter une défaite éclair dès les premiers mois de la Grande Guerre. Et c'est vrai que cette bataille était de plus grande ampleur, plus cruciale aussi sans doute, et c'est pourquoi on a parlé de miracle de la Marne. Mais il ne faut pas oublier pour autant la seconde bataille de la Marne, celle de 1918, qui est tout aussi décisive et spectaculaire, et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Nous sommes au printemps 1918, et à ce moment-là, dans les deux camps, on a beaucoup d'espoir de terminer la guerre rapidement. Côté franco-britannique, on espère que l'entrée en guerre des États-Unis sera décisive, et côté allemand, le traité de paix signé avec la Russie leur permet de rapatrier tous leurs troupes qui étaient sur le front Est à l'ouest, c'est quand même énorme. Malgré tout, l'intervention américaine reste modeste et mesurée, et c'est pourquoi c'est bien l'Allemagne qui a un gros coup à jouer à cet instant, puisqu'avec l'arrivée de ses troupes venues du front Est, elle a maintenant la supériorité totale. Il lui faut donc frapper un grand coup pour terminer cette guerre rapidement et par une victoire éclatante. Le 21 mars, l'offensive Michael, je crois qu'on prononce comme ça en allemand, est lancée sur Amiens avec toute la puissance de feu allemande et une brèche est ouverte sur le front allié. En réaction, les Alliés décident de se trouver un chef commun, un généralissime, ce sera Foch.
66 ans, qui tente, dès sa prise de fonction, de stopper la percée allemande. Mais rien ne semble plus les arrêter. Le 9 avril, il lance une deuxième offensive dans l'Aisne, et c'est ici que débute la seconde bataille de la Marne. Et inutile de préciser qu'elle ne commence pas bien pour les Français, submergés de toutes parts. En 10 jours, les Allemands progressent de 45 km, prennent Soissons et Château-Thierry, franchissent la Marne sur des ponts flottants et se retrouvent à seulement 75 km de Paris. Paris, c'est l'obsession des Allemands depuis le début du conflit. Leur général en chef, Ludendorff, n'a plus que cette idée en tête. Il est comme hypnotisé par la capitale française. Faut dire qu'avec tout ce qu'on leur a mis dans la tronche en 1806, il y avait de quoi avoir des envies de faire pareil, mais cette fois, les gourdins n'ont semble-t-il pas suffi. En juin 1918, le front se stabilise. Les Français, aux côtés de leurs alliés britanniques, américains et italiens, tiennent bon. Cette situation, vous vous en doutez, ne convient pas du tout à Ludendorff. Bien décidé à prendre Paris, il lance l'offensive Friedenssturm, ce qui signifie bataille pour la paix. Ah, les Allemands, il n'y a pas à dire, ils avaient le sens de la formule et de l'euphémisme surtout. Le travail rend libre. L'attaque est prévue pour le 15 juillet à 4h15 du matin sur la Marne et la Champagne. Heureusement, c'était censé être une attaque surprise, les espions français connaissent la date de cette opération et transmettent leurs informations. Dans la nuit, les bombardements allemands sont d'une violence terrible et durent 4 heures. 4 heures d'enfer où les obus à gaz sèment l'effroi et à l'issue desquels les Boches passent à l'attaque avec force. Que trouvent-ils sur leur chemin? Rien ou presque, aucune résistance. La progression est facile et finalement, on en vient à se dire que les Français, assommés par ce déluge de fer et de feu, sont en retraite. Mais soudain, après plusieurs kilomètres, les Allemands déchantent. Conformément aux ordres du général Gouraud, les Français ont volontairement abandonné leur première ligne pour se replier sur un second front renforcé. Ainsi, brusquement, dans leur avancée, les Allemands se heurtent à des barbelés, à une résistance terrible, à des combats violents et à un barrage d'artillerie impressionnant. Le message est clair, on ne passe pas. L'offensive est brisée, chez l'ennemi le moral est en chute libre. Ludendorff le sait, il ne prendra pas Reims et encore moins Paris. La grande percée n'aura pas lieu. C'est ici, le 18 juillet 1918, que débute la grande contre-offensive voulue par Foch. Français, Italiens, Britanniques et Américains se lancent à l'assaut et bousculent les Allemands sur le front. Plus d'1 million d'hommes de chaque côté se font face. Comme cette contre-attaque n'a intelligemment pas été précédée d'une préparation d'artillerie, comme c'était la coutume à l'époque, eh bien l'armée allemande est totalement prise par surprise et rapidement dépassée, débordée, assommée, puis poursuivie sans relâche. J'allais dire l'épée dans les reins, mais là en l'occurrence c'est plutôt le char Renault FT-17 dans les reins. Car en effet, pour la première fois dans cette grande guerre, les Français utilisent en masse leurs chars qui sèment la terreur dans les lignes ennemies, ouvrant la route à l'infanterie en coordination avec l'aviation. Pour vous dire, au cours de cette bataille, les Alliés utilisent 2500 chars et 1500 avions, alors que les Allemands en face n'alignent que 40 chars. Ridicule. C'est ainsi, on peut le dire, la première grande bataille moderne de grande ampleur du XXe siècle. Voici le récit publié dans la presse de l'époque d'un pilote d'avion français qui survolait la zone de Château-Thierry au moment de cette contre-offensive. Je cite: « Derrière le feu roulant de nos barrages d'artillerie, les capotes bleues courent très vite en avant. Je marche à 160 km/h, le bruit de mon moteur est assourdissant. Cependant, j'entends le roulement de l'artillerie et le crépitement de la fusillade. Je vois s'avancer nos tanks, zigzagant et crachant le feu. En voici un qui prend feu, atteint par un obus allemand, puis un second, puis un troisième, mais d'autres surgissent, cahotant, zigzagant, crachant le feu aussi. Les premiers objectifs sont atteints, les Boches, surpris, s'enfuient. J'en vois lever les bras, d'autres qui courent affolés. Quelques batteries ennemies tirent, d'autres, très submergés par notre flot, sont maintenant entre nos mains. L'avancée des Alliés est irrésistible, les Français font des ravages, les Italiens se battent comme des lions. En 2 jours, 10 km sont repris aux Allemands, la Marne est franchie et Château-Thierry libéré. Puis les Alliés poursuivent dans les Flandres, l'Artois et la Somme. Ludendorff ne sait plus où donner de la tête. Son armée est battue, en retraite, en déroute et noyée sous la puissance
de la contre-attaque. Il ne le sait pas encore, mais son attaque sur la Marne aura été la dernière offensive allemande de la guerre. À partir de cet instant, ça ne fait plus aucun doute, la guerre est gagnée. Cette bataille de la Marne, la seconde donc, s'arrête le 6 août par une victoire alliée totale. Tout le territoire conquis par les Allemands au printemps est repris. Foch est fait maréchal dans la foulée, l'armée allemande est en déroute complète et désormais, l'initiative qui avait été perdue en 1917 sera toujours du côté des Alliés. Voici comment la Grande Guerre a basculé et comment la France s'est retrouvée lancée sur le chemin de la victoire finale sans que l'Allemagne ne puisse plus jamais réagir. Alors certes, cette bataille aura eu beaucoup moins d'écho dans l'histoire. La première de 1914 l'a totalement supplantée par son ampleur, mais aussi par son côté romantique, symbolique, avec les célèbres taxis de la Marne, devenu le symbole de l'effort de guerre patriotique. Néanmoins, elle aura été tout aussi décisive, puisqu'elle marque le grand tournant de la Grande Guerre et les débuts de l'inéluctable défaite allemande. Comme l'écrit François Cochet, il faut, je cite, « penser la seconde bataille de la Marne en résonance avec celle de 1914. Ce sont toutes les deux des batailles d'arrêt, suivies d'une grande contre-offensive, et dans les deux cas, la menace était réelle. C'est donc bel et bien au vu de la violence de l'attaque allemande et de leur puissance de feu à ce moment-là, de leur supériorité numérique, un second miracle de la Marne auquel nous venons d'assister en cet été 1918. Je termine en citant Maurice Barrès, parce que ça fait jamais de mal. Sur le terrain de combat, l'Allemagne avait amassé une armée formidable, toutes ces unités d'élite appuyées par un matériel d'une puissance énorme. La portée de la victoire française se mesure par la gravité de la déception dont témoigne la nation allemande, et elle se mesure aussi au retentissement qu'elle a obtenu dans le monde entier. Merci à vous. Vous aurez remarqué que j'ai employé souvent le mot français, parce que la Grande Guerre est quand même une affaire avant tout française sur le front ouest. Il y a eu nos alliés britanniques qui ont beaucoup souffert aussi. Les Américains, bon, ça reste assez marginal, c'est une aide qui est venue plus loin. Les Italiens se sont bien battus aussi sur la fin, mais ça reste une grande victoire française. Il ne faut pas minimiser l'effort de guerre français, tout ce que la France a vécu dans cette grande guerre, en parlant tout le temps de victoire alliée. Moi, je parle de victoire française, sans oublier de mentionner les alliés, mais la France avant tout. Je vous retrouve mardi prochain. N'oubliez pas de partager la vidéo, de laisser un pouce bleu et de commenter si vous avez des choses à redire. Merci et à mardi.